la Bibliothèque nationale de France. Le cycle Les Visiteurs du Soir propose des rencontres avec les acteurs de la littérature pour la jeunesse. Cette séance accueille l'auteur Gaël Aymon, sélectionné en 2023 et 2024 pour le prix commémoratif Astrid Lindgren pour l'ensemble de son œuvre. Alors, bonjour tout le monde, mesdames et messieurs. Comme vous l'a expliqué Madame Meilleur, je m'appelle Chayana et voici mes camarades Tia et Marion. On est toutes des étudiantes de littérature jeunesse et métier du livre et nous faisons cette médiation avec les étudiants de médiation de Cergy. Alors aujourd'hui, grâce à la BNF, on a l'honneur et le plaisir d'accueillir Gaël Aymon, qui est un auteur et un conteur de littérature jeunesse depuis 2010. Il a publié son premier album qui se nomme La Princesse Rose Praline chez Talent Haut en 2010. Alors, vous avez publié plus d'une quarantaine d'œuvres, des albums pour la jeunesse, des contes, des romans pour adolescents, mais aussi des romans juniors. Et vous avez publié depuis 2010 dans plusieurs maisons d'édition, Gallimard, Talent Haut, Actes Sud. Vous êtes assez reconnu et vous avez été sélectionné notamment pour le prix littéraire Astrid Lindgren en 2023 et en 2004. En 2024, pardon. Et en 2016, vous avez gagné le prix Jacques Aranda pour votre roman Ma réputation. Et en 2022, le prix des lecteurs en scène pour votre roman Et ta vie m'appartiendra. Et en 2024, Ma réputation vient de remporter le prix Gallimard des collégiens. Oui, normalement, je ne suis pas censé le dire déjà, mais là, on le voit avec la petite... le sticker, c'est sélection, mais maintenant, il va y avoir un bandeau. Félicitations. Merci. Alors, je vais commencer par vous poser une question. On s'est un peu renseigné sur vous. Et on a vu que dans plusieurs interviews, vous avez affirmé que plus jeune, vous ne pensiez pas être écrivain et que vous n'aimiez même pas lire. Et aujourd'hui, vous êtes écrivain. On aimerait bien savoir qu'est-ce qui vous a amené à faire ce métier. Alors, c'est une simplification qui est de l'ordre un peu du storytelling que j'utilise parfois parce que c'est plus simple. Ce qui est sûr, c'est que j'avais pas du tout prévu d'être écrivain et que j'aimais pas lire quand j'étais ado. Oui. Mais j'étais pas non plus complètement réfractaire à la lecture, mais j'étais pas un gros lecteur et il n'y avait pas de littérature jeunesse quand j'étais ado. En tout cas, pas de littérature ado. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme j'ai été acteur, j'étais réalisateur, producteur, etc. Et en fait, j'avais des histoires dans la tête avec lesquelles ça allait être dur de faire des films. Et le jour où je me suis dit certaines de ces histoires ressemblent à des contes, et il y a eu ce déclic que les contes c'était des livres pour enfants que j'aimais bien qu'on me lise quand j'étais petit, et je me suis dit si j'essaye d'en écrire certains comme des contes au lieu de les écrire comme un scénario, peut-être que je peux voir comment on fait un livre, j'en sais rien, j'ai cherché sur internet, éditeur pour la jeunesse, tout ça. Je crois que je suis allé au salon de Montreuil de 2009, logiquement, et j'ai regardé un peu les maisons d'édition qui pouvaient faire du conte. J'ai envoyé 3 contes à une quarantaine d'éditeurs, et c'est Talent Haut qui a répondu qui a pris mes premiers textes, et je me suis retrouvé embarqué là-dedans sans avoir prévu du tout de le faire. Voilà, je ne savais pas que j'allais passer mes années à manger à la cantine scolaire. Alors, on a également constaté que vous aviez un très grand intérêt pour la lecture à voix haute, que vous faisiez plusieurs interventions dans des collèges, par exemple. Et vous disiez également apprécier. Alors, à défaut d'apprécier la lecture ou de ne pas être... Je lis quand même maintenant. Voilà, adolescent, de ne pas être un très grand lecteur, je vais dire ça comme ça. Vous dites dans plusieurs interviews que vous appréciez quand même, adolescent, qu'on vous lise des histoires. On aimerait bien savoir quelle nuance vous faites entre lire un texte et l'entendre. Et qu'est-ce qui est à l'origine de ce basculement d'aimer qu'on vous lise des histoires et d'aujourd'hui en écrire?
Je pense qu'on fait trop rapidement, alors un peu moins maintenant, mais la distinction entre la lecture ou la lecture offerte, et que quand se faire lire une histoire, c'est aussi lire, en fait. En réalité, c'est les mêmes zones du cerveau qui sont impactées, et en plus, il y a une expérience qui n'est pas solitaire de la lecture, c'est-à-dire qu'avec le parent, quand on est enfant, on va être dans l'histoire avec lui, donc il y a quelque chose de la transmission. Et après, moi, la lecture à voix haute aujourd'hui, c'est parce que, comme je fais énormément de rencontres de classe, je trouve que c'est une des choses qui donne le plus de sens, en dehors de tout ce que je fais pendant la rencontre, c'est de terminer par une lecture d'extrait, par quelque chose qui incarne et qui est de l'ordre du partage. On est réunis par ça et on échange. C'est le moment en général où on capte même les élèves un peu réfractaires et tout ça. Et puis, c'est probablement aussi que j'étais comédien. Donc, après, c'est aussi que ça me désennuie parce que des formats questions-réponses, explications de comment on fait un livre, tout ça, il y a un moment où ça peut être un peu lassant, quoi. Donc c'est bien de panacher, d'avoir plusieurs choses à faire. Puis de toute façon, on me dit toujours vous lisez bien, tout ça. Donc bon, je continue tant qu'on me dit pas, oh là là, qu'est-ce que c'est chiant quand vous lisez. Vous lisez bien et vous écrivez bien. Merci. Alors maintenant, je vais laisser ma camarade prendre de ce côté. Alors, vous avez apporté quelques ouvrages, des contes, il me semble, qui ont marqué votre enfance. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus et notamment évoquer les impacts qu'ils ont pu avoir sur vos goûts ? En fait, il y a les contes russes de Luda qui sont illustrés par Billy Bean, qui sont des classiques que tout le monde qui connaît un peu la littérature jeunesse connaît, je crois. Et donc, c'est des contes qui m'ont marqué, surtout par leurs illustrations et puis par les motifs très répétitifs, les rimes, des choses comme ça. Et puis là, vraiment, on est typiquement sur quelque chose qui est de l'ordre de l'échange entre le parent et l'enfant, où on partage l'expérience de vivre autre chose pendant un moment, un peu dans une bulle. Et que il y a des livres qui vont moins faire ça, qui sont finalement dont les mots ne créent pas cette bulle. On est juste dans une lecture presque scolaire, je dirais. Et il y a certaines formulations, certains styles qui vous emportent plus et on crée quelque chose de plus magique. J'avais choisi, comme on m'a demandé, des types de livres. Alors je l'ai pris en français, mais en anglais, les Contes d'or, ils sont édités en un seul volume, ils sont réunis. En France, ils sont sortis en petit Folio Benjamin à l'époque. Maintenant, ils n'existent plus. Donc il y a les Frères en or et La Princesse et la Crinière d'or. En fait, pour moi, c'est les deux pendants du conte. C'est-à-dire, il y a les contes très classiques avec une forme, le respect d'une forme très classique, une écriture assez exigeante quand même, et des histoires qui ne sont pas du tout revisitées, et quelque chose qui, dans l'illustration comme dans le style, est moderne tout en respectant la tradition et qui donne l'impression presque d'une nouvelle histoire, alors qu'en fait les motifs restent les mêmes, mais il y a quelque chose de... C'est pas évident en fait de réinventer les contes en restant dans une certaine fidélité, et ces contes-là, moi, m'ont beaucoup marqué. Ce personnage en couverture du mari de la princesse aux cheveux d'or, je crois, il était assez terrorisant. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux questions suivantes. Clémence, l'une des camarades de notre master littérature de jeunesse, va vous lire un extrait d'ouvrage. Donc, l'Incipit du conte Blanche-Neige. Ça, c'est courageux. Il neige. 3 flocons se sont posés sur la fenêtre givrée. Dans le château, sur la montagne, dans la forêt, une petite princesse est née. Aussi belle que l'hiver, aussi blanche que la neige, elle s'appellera Blanche-Neige, dit le roi émerveillé. Si belle qu'il ne regarde déjà plus qu'elle, et que, dans le cœur cruel de la reine, la jalousie a tout glacé. Merci beaucoup, Clémence. Toujours vis-à-vis de vos contes, on remarque que vous souhaitez garder une certaine portée universelle. Pourriez-vous nous parler de l'influence des cultures étrangères dans vos contes ? Ici, par exemple, le conte russe.
Ce qu'on retrouve... Le Blanche-Neige dont on vient de lire le tout début, je me suis inspiré de la version de Grimm et de deux versions russes, justement, qui sont celles de Pouchkine et d'Afanassiev. Après, moi, je cherche pas forcément précisément d'aller vers une culture ou une autre. Les contes, c'est universel de toute façon, et il y a des variantes connues, mais en fait, c'est parce qu'elles ont été recueillies et écrites. En réalité, ça circule beaucoup plus que ça, et c'est pas figé. Là, il se trouve que pour Blanche-Neige, j'ai lu beaucoup de versions, et que dans les versions russes, ce qui m'intéressait, c'est que le prince était beaucoup plus présent. Il ne faisait pas qu'arriver à la fin pour réveiller la princesse. Il la connaissait avant, ils allaient se marier, et il allait la rechercher auprès du vent, du soleil et de la lune. Donc ça apportait une dimension magique que moi j'aimais bien. Après, dans ce que je disais tout à l'heure sur le fait de moderniser justement tout en restant classique, ce Blanche-Neige pour moi c'est typiquement cet exemple-là, c'est-à-dire qu'on ne commence pas par Il était une fois, on n'est pas au passé simple, c'est Il neige, on est sur quelque chose de très... à la fois doux et à la fois abrupt, mais en même temps c'est fait pour être lu de manière très fluide oralement, mais avec des alexandrins, des octosyllabes qui sont cachés un peu partout. Donc voilà, c'est essayer de trouver quelque chose qui est entre modernité et tradition. C'est ce qu'on peut faire avec les contes, c'est les réinventer toujours d'une façon ou d'une autre. Ça fait écho justement à notre prochaine question sur la modernité de vos contes. On avait en l'occurrence pensé au Fils des géants et contes d'un autre genre. On avait remarqué des schémas familiaux et des thématiques assez actuelles. Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné, une volonté de moderniser vos écrits? Alors, les contes d'un autre genre, certains des contes d'un autre genre sont les premières histoires dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai envoyées à des éditeurs en me disant ça va être trop compliqué de faire un film avec, donc c'est vraiment mes premiers textes. C'était cette idée que je sais que dans King Kong Theory, Virginie Despentes disait qu'elle avait toujours joué à inverser les rôles, moi aussi en fait, de manière un petit peu moins... on va dire définitive et radicale que Virginie Despentes, mais ça me semblait être un truc assez simple et basique quand on cherchait à inventer quelque chose de nouveau, de dire qu'est-ce que ça serait si c'était le prince qui était sauvé, qu'est-ce que ça serait si dans une série américaine c'était enfin l'homme qui tombait dans le précipice et qui faisait au secours, parce qu'on se dit un peu pourquoi elles sont aussi cruches à toujours tomber et qu'il faut toujours les sauver, et c'est un peu fatigant même de devoir toujours sauver aussi, et donc c'était quelque chose que je questionnais depuis toujours. Donc là je m'étais dit dans les contes, comment ça se fait qu'il n'y ait pas ces tentatives-là? Alors, il y a maintenant beaucoup. C'était en 2010. Depuis, c'est presque devenu un genre en soi, le conte revisité sous les aspects de stéréotypes de genre. C'est les deux manières, en fait. C'est-à-dire que j'ai un conte dans les contes d'un autre genre qui s'appelle Personnage et les trois ogresses, qui est une revisitation, je sais pas comment on dit. Une revisite, une réécriture, merci. Une réécriture de Blanche-Neige avec un prince à la place d'une princesse et tout ce que ça peut modifier, et où on peut aussi, la même personne peut aussi écrire une Blanche-Neige assez traditionnelle en cherchant... Voilà, il y a plusieurs manières de faire, et Le Fils des géants, c'est un conte plus de création. Il ne reprend pas un conte précis, mais il y a des motifs qui sont universels. L'enfant abandonné au fil de la rivière et tout ça, c'est même biblique et tout ça. Enfin, ça a toujours existé. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à côté ou pas. À chaque fois, je ne me rappelle plus de la question. Merci beaucoup. On a remarqué aussi que certains de vos ouvrages étaient soutenus par Amnesty International. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est-ce que s'est construit la démarche? Est-ce que ça a une visibilité sur vos ouvrages, une reconnaissance? Je ne peux pas du tout expliquer ça, parce que c'est Talent Haut qui était ma première maison d'édition, chez qui j'ai commencé avec justement pas mal de contes. Et c'est Talent Haut qui fait ces demandes de partenariat. D'accord. Je pense que c'est un plus parce qu'il y a le label Amnesty sur la couverture. Je crois que pendant un moment, du coup, le livre est dans leur catalogue. Je ne sais pas quel est le plus, enfin, c'est très flatteur pour moi, mais après, au niveau des ventes ou de la visibilité, je ne sais pas du tout. C'est qualitativement intéressant, sûrement. Ça positionne aussi, donc il y a le risque d'être positionné comme quelque chose de militant, et moi, j'essaie de ne pas être trop militant, donc c'est toujours le petit risque, mais bon, ça ne dépend pas de moi. D'accord. Merci beaucoup. Okay. Je peux prendre la suite? Tu prends la suite. Ouais. Alors du coup, tout comme dans vos contes, on retrouve également des questions de société qui sont abordées dans vos romans.
Et plus généralement, est-ce que pour vous, il y a une attente du lectorat adolescent d'avoir des questions de société dans les ouvrages qu'on leur propose, ou pas tellement? Parce que apparemment, du coup, vous évitez du coup d'écrire de manière militante. Oui. Oui, mais je ne sais pas en fait qu'est-ce qu'attendent les adolescents. Enfin, pour moi, les adolescents, c'est comme dire les adultes. C'est comme si on disait les adultes sont comme ci, comme ça. En fait, même dans cette pièce-là où on est réunis par des choses communes, mais en fait, je pense qu'on est quand même tous très différents. Donc, les adolescents, je sais pas, j'en rencontre tellement que je peux dire qu'il n'y a pas des adolescents. Et enfin, il y en a beaucoup. Oui. Et donc. Moi, je pense pas à qu'est-ce qu'ils attendent ou sinon je me dirais tout le temps mais non, mais ça va pas marcher, c'est pas ce qu'ils veulent, c'est parce que, ou je ferais que réécrire tout le temps sur le harcèlement parce que et d'ailleurs est-ce que mon best-seller qui est ma réputation, est-ce que c'est parce que les ados adorent lire des choses sur le harcèlement ou est-ce que c'est parce que l'éducation nationale met ça en avant et donc les profs doc aussi, enfin honnêtement je ne sais pas. Je crois que c'est comme pour tout écrivain, tout créateur, il ne faut pas trop penser au public et à son attente et tout ça, sinon on fait de la merde en fait. Ça marche. Et est-ce que il y a un sujet parmi tous les sujets qui existent et que vous pouvez aborder qui est un peu que vous préférez, sur lequel vous préférez écrire ou créer? Mais j'essaye de pas aborder un sujet en fait. Ouais. Même je sais que mes éditrices et éditeurs, principalement chez Nathan maintenant en ado, parfois trouvent que c'est très bien, mais à la fois qu'au niveau marketing ça peut être compliqué parce que il n'y a pas une thématique unique, il y en a 15 000 et on pourrait. Mais moi j'ai pas envie justement de faire un livre. On fait de la littérature, quand on fait de la littérature jeunesse, on ne fait pas un outil pédagogique, il y a souvent une confusion avec quelque chose qui serait de l'ordre du pamphlet ou de l'outil pédagogique, et non, c'est pas ça, moi, il n'y a rien qui m'énerve autant que les critiques parfois sur Babelio ou en ligne où c'est le sujet n'est pas traité à fond. En fait, d'où je dois traiter un sujet à fond de manière pédagogique et tout ça, donc non, en fait, c'est des histoires et mon boulot, c'est pas de convaincre, c'est pas de faire penser quelque chose, de dire ce qu'il faut penser. Je dis souvent que quand un ado referme et ta vie m'appartiendra, s'il pense que c'est trop cool de pouvoir obtenir tout ce qu'on désire, je suis pas là pour lui dire non, t'as rien compris. En fait, c'est ce qu'il pense à l'issue de la lecture. Et un livre, il doit laisser le lecteur libre, c'est-à-dire que l'intérêt, c'est de fournir suffisamment de matière et de carburant au cerveau de chaque lecteur pour que le cerveau fonctionne. Après, dans quelle direction il va aller, c'est pas de mon ressort. Et on apprend en général, quand on lit des critiques de ses propres livres, on en apprend en général beaucoup plus sur le lecteur que sur ce que l'auteur a pu mettre dedans, honnêtement. Donc, c'est même assez transparent. Souvent, je me dis, voilà, quoi, c'est ça que toi, tu voulais voir dedans, et c'est ça qui te préoccupe en ce moment, ou je sais pas quoi. Mais moi, j'avais même pas pensé à ça souvent. Donc, pour ça que je me dis souvent, c'est intéressant d'analyser les auteurs morts à l'école, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de nos analyses à nous et qu'ils n'ont jamais pensé aussi loin en se prenant la tête comme ça. Finalement, c'est de la psycho, en fait. On étudie le transfert sur ce qu'on lit. Oui, après, si c'est riche, justement, c'est ça le propre de la lecture, c'est que chacun peut s'en emparer et en faire quelque chose. Pour moi, c'est assez proche de ce que peut être aussi la chanson populaire. En fait, ça va être le conte et la chanson populaire, moi je les rapprocherais, c'est-à-dire que ça va être tellement simple et tellement universel que chacun va pouvoir y projeter ce qu'il veut et s'en emparer. Mais il faut que ça soit suffisamment riche et respectueux du public pour qu'il y ait quelque chose à prendre et pas juste oui, ça dit pas grand-chose. Donc il faut que ça soit que la matière soit là, mais pas évidente en fait, que ça se révèle dans le moteur du lecteur. Okay. Alors, en tout cas, on a trouvé que vos personnages, ils semblaient être porteurs de questionnements sur la société, et c'est notamment le cas d'un des extraits de ma réputation que Estelle du Master Littérature de Jeunesse va pouvoir nous lire. Merci à elle.
Je vais laver mes pinceaux dans la salle de bain. Je me regarde dans la glace, droit dans les yeux. Je me trouve moche comme jamais. Comment j'ai pu croire que quelqu'un voudrait de moi? Sans réfléchir, j'écrase doucement le pinceau sous ma paupière. Lentement, je trace 2 grandes coulées de peinture bleue en travers de mes joues. 2 épais torrents de larmes bleues me défigurent et me donnent un air terrible. Je me déshabille. Mon corps est plein de défauts. Tout est de travers, trop petit, trop gros. Pas comme celui d'Abel, si parfait, si harmonieux. Je m'allonge dans la baignoire vide. C'est dur et froid, comme son corps à lui. J'essaie de prendre la même pose que lui. Mes os contre les bords me font un peu mal, mais je m'imagine que c'est lui qui m'enveloppe de son corps glacé. Lui qui doit toujours dormir là-bas, sous son plafond de verre, seul au milieu des statues de guerriers grimaçants. Je ferme les yeux, comme lui. Qui me regretterait si je mourais? Et eux tous, est-ce qu'ils s'en voudraient au moins un peu de m'avoir tué? Est-ce qu'au moins ça les ferait taire? Merci. Avec plaisir. Alors, on se demandait comment est-ce que vous créiez vos personnages et est-ce que vous vous inspiriez de personnes réelles? Non. Moi, j'ai besoin d'imaginer et d'inventer, sinon je vais m'ennuyer. Donc, Laura, dans ma réputation, et je pense que c'est aussi une des raisons du succès du livre, c'est déjà que, parce que je voyais que tout à l'heure, il y avait les thématiques écrites sous les couvertures, et effectivement, ça, c'est des choses qu'on peut après définir, mais heureusement qu'il n'y a pas que ça. On peut les étiqueter si on veut, mais en réalité, il y a plein d'autres choses. Alors, ma réputation, c'est quand même très, très centré sur le harcèlement, mais c'est vrai que c'est peut-être mon héroïne qui est le plus construite pour être... que tout le monde puisse s'y identifier. En fait, c'est dû au sujet où c'est délicat de parler du harcèlement sans qu'on le regarde de l'extérieur en se disant « Ah, la pauvre, c'est terrible ». Et le but, c'est vraiment qu'on le voit de l'intérieur. Donc c'est un personnage qui, sans être lisse, doit pas déborder trop du cadre de tout le monde, quoi. Mais sinon, non, j'ai pas une technique précise pour construire mes personnages. Le personnage précède un peu l'histoire, en roman ado en particulier, quoi. Quand j'en ai écrit un, je sais que le prochain sera un garçon de 15 ans, une fille de 17 ans à telle époque. Mais oui, il s'impose petit à petit et puis aussi en réaction à tous les précédents, parce que sinon il y a une répétition, donc il faut l'éviter de plus en plus, c'est de plus en plus compliqué. Et d'ailleurs, on a remarqué que de plus en plus, vous écrivez davantage vers le public adolescent. Au départ, on était plus sur des contes qu'aujourd'hui, où vous écrivez plus pour les adolescents. Pourquoi est-ce que aujourd'hui... Alors déjà, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que j'aime m'ennuie vite et que j'aime bien changer et qu'il y a des choses que j'ai pas faites qui sont encore un très gros roman qui traverse des périodes historiques ou essayer d'autres choses. Donc je petit à petit essayer des genres différents. Il y a aussi le fait que le conte n'est pas à la mode en ce moment. C'est très difficile de faire du conte. Les éditeurs sont très frileux sur ça. Le conte de création encore plus. Et que j'ai déjà fait en plus du conte. Donc il y a un moment où on ne peut pas non plus tout le temps... je pense que ça reviendra. Mais pour l'instant, c'est une niche considérée comme dangereuse commercialement. Et puis, en fait, ça suit un peu mes envies. J'ai quand même vraiment peur. Il est sorti, et c'est un de mes derniers aussi, et c'est un des livres que j'ai fait pour les plus jeunes lecteurs, en fait, donc c'est à partir de 5 ans. Donc finalement, simultanément, je ne fais pas que sur les ados. Après, il y a des lecteurs, des lecteurs professionnels, des gens qui connaissent bien la littérature jeunesse, qui me connaissent pour plutôt les romans ados, et d'autres plus pour les albums ou les contes. C'est un peu de publics différents. Vous avez une dernière question avant de laisser la place à mes camarades qui vont faire un switch. C'était à propos des adultes dans vos romans. On a remarqué, en tout cas, que la plupart des adultes que vous présentiez comme personnages, ils étaient plutôt déficients. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet adjectif? Oui, sûrement. Et pourquoi, en fait, est-ce que vous faites porter du coup
coup cette couverture aux adultes? Alors, c'est pas toujours le cas en jeunesse, sur des romans. Je sais pas, j'ai une série comme la série Les Grandes Années, qui est pour les 8-10 ans. Les parents sont plutôt bienveillants et sont là. Après, il y a quand même quelque chose qui est quelque chose de l'ordre de la simplification, c'est que quand on écrit pour les ados, si on veut pas écrire quelque chose qui est je vais au lycée et je suis avec papa maman le soir, vaut mieux qu'il y ait autre chose. Donc il vaut mieux que les parents soient pas trop sur le dos, qu'ils soient absents, soit toxiques, soit. Et puis dans tous les romans, de toute façon, les personnages, faut les maltraiter un peu et les mettre en danger. Donc les parents, c'est le truc qui vous empêche d'être en danger normalement. Donc que ça soit pour Laura de Ma Réputation, si ses parents n'étaient pas divorcés, si ses parents s'occupaient vraiment d'elle et n'avaient pas les yeux tournés ailleurs que dans leur propre dispute de l'éclatement de leur couple, elle aurait moins de chances de tomber dans un harcèlement aussi lourd. Dans Et ta vie m'appartiendra, ou Une nuit de mon enfance, les cauchemars de ces héroïnes et l'aventure dans laquelle elles sont entraînées ne serait pas possible avec des parents aimants et présents et à qui le premier réflexe, ça serait d'aller se confier. Donc c'est un truc assez basique, hein. C'est ce qui fait que dans le Club des 5, les parents, on n'en entend jamais parler, parce qu'en fait, sinon, il n'y aurait pas toutes ces aventures. C'est sûr. C'est sûr. Ok, très bien. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Moi, je reste avec vous. D'accord, merci, je suis tout seul. Oh, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, avant de reprendre sur les questions, on voulait repartir sur un petit extrait, une lecture. Et donc pour ça, on va pouvoir applaudir généreusement Audrey, s'il vous plaît. Qui va donc lire un extrait de L'Apprenti Conteur, qui a été édité en 2022 par l'École des Loisirs. Je t'en prie. Te v'là beau comme un prince de conte, se réjouit la nourrice. Elle lui tendit un masque de chat blanc qu'elle avait fait surgir de nulle part. Mais ça, c'est un bal masqué, faut pas qu'on te reconnaisse. Merci madame, mais pardonnez-moi, il me semble que cette citrouille est bien trop petite pour... Tourne-toi. Pierre pivota sur ses talons rouges et poussa un cri de stupeur. Sacrelotte, jura-t-il, ils ont grandi. Devant lui, les 3 rats et la citrouille étaient devenus si grands que Pierre put regarder à l'intérieur du fruit par la portière sculptée. Il se retourna vers la nourrice et poussa un cri encore plus fort. « Sacrelotte, vous êtes devenue géante !» La nourrice se penchait au-dessus de lui, gigantesque. Il recula de peur qu'elle ne lui marche dessus. Un des rats lui colla son museau humide dans le cou. « Arrête de crier, imbécile !» le gronda la vieille de tout son haut. « Je n'ai pas grandi d'un pouce, c'est toi qui as rétréci. C'est ce qu'il faut pour entrer à Roncières. » Pierre s'aperçut que la cuisine entière, meubles, tables et marmites, était aussi géante que la nourrice. Il avait maintenant la taille d'une sauterelle. « Tu seras sans doute déçu, parce que tu vas trouver à cette fête, mon petit gars, » fit la nourrice. « Mais c'est peut-être mieux ainsi. Allons, monte vite, car tu reprendras ta taille normale dès le lever du jour. » Pierre s'assit sur le banc, sculpté à l'intérieur de la citrouille. La vieille se pencha pour caresser les rats. Elle lança un dernier coup d'œil à Pierre, à travers la fenêtre du carrosse. Ce voyage doit te permettre de glaner quelques contes avant que le monde les ait oubliés. Sauve-en le plus possible et ne va pas les trahir. Ces histoires, mon petit, c'est tout ce qui reste de nous dans le cœur des vivants. Merci beaucoup. Celui-là. Ah. je lis jamais ce passage-là quand je le lis et du coup j'avais oublié ce passage. Du coup, dans ce roman, on suit donc Pierre, le fils de Charles Perrault, et ça nous permet de faire un petit panorama de tous les contes classiques que beaucoup de gens connaissent. Et tout à l'heure également dans Ma Réputation, on a cité Abel, donc une statue d'Abel qui est au musée d'Orsay. Et donc on sent que dans vos romans, il y a des références au patrimoine, aux contes, etc. Est-ce que pour vous c'est important de transmettre ce patrimoine-là ? Je fais plus les choses par instinct et par intuition que je me dis pas c'est important de. Après, les contes sont, moi, c'est quelque chose qui est en moi et qui
qui me parle. Donc oui, je cherche. Enfin, là, c'est plus justement. Je me suis dit, j'ai fait déjà pas mal de contes classiques. J'ai fait du conte revisité. Et j'avais envie de faire autre chose à partir des contes. Et donc là, c'est faire un roman autour de l'écriture des contes de Perrault. Mais c'est plus. Je trouve que les contes, en fait. Tout le monde s'en sert sans s'en apercevoir dans tout ce qui est littérature de l'imaginaire ou même les films de fiction. Ça part des contes, que ce soit Harry Potter, Star Wars, Pirates des Caraïbes. Enfin, en fait, ça ne fait que reprendre des motifs qui sont là depuis toujours et de les réaménager d'une autre manière. Donc c'est voilà, il faut trouver sa manière à soi et se dire qu'est-ce que je fais maintenant avec. En fait, je pense, j'ai pas la prétention que quand moi je vais mettre quelque chose de patrimonial dans mon livre, ça va le sauver parce que un nombre incalculable de gens va y avoir accès grâce à moi. En fait, je pense pas ça. Donc ça reste instinctif plus qu'autre chose. Je fonctionne que à l'instinct principalement. Ok, merci beaucoup. Et du coup là on était plutôt sur les contes, mais c'est vrai que l'intertextualité revient aussi d'un point de vue plutôt plus littéraire sur vos romans, notamment Et ta vie appartiendra, qui est tiré du coup d'un roman d'Honoré de Balzac, Peau de chagrin. Et on voulait juste du coup relire un petit extrait. Du coup Mélissande, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Il la tire pour la faire se relever. Alima empoigne le bloc de la serrure des toilettes sur lequel elle est tombée. Et l'envoie de toutes ses forces vers le visage de son agresseur. Elle rate son coup. Il l'esquive. Il lui envoie une gifle qui la fait chanceler 4 pas en arrière. La colère d'Éric suinte la peur, une peur panique. Il a sorti son arme et la pointe sur elle. « Tu recommences ça ? Je te bute. Je tire. T'as compris ? Pourquoi tu le fais pas ?» Éric et Alima se sont tournés d'un coup vers le vestibule d'où a surgi la voix. Irina se tient seule, debout sur le seuil du salon, cramponnée à sa béquille tremblante. Elle défie Éric d'un regard glaçant. Sa silhouette pathétique de vieille infirme pourrait le faire rire. Mais elle le terrorise. Éric s'est reculé comme un chien aux abois, se plaquant contre le mur qui sépare le salon de la chambre, son arme pointée sur Irina. Alima jurait qu'il va se mettre à pleurer. Irina ordonne d'une voix épuisée. « Vas-y, tire. » Le coup éclate sans prévenir, comme s'il avait échappé à Éric. Alima sursaute. Le reste se passe en moins d'1 seconde. Comme dans un échange accéléré de ping-pong, la balle semble ricocher contre Irina. Le corps de la jeune fille encaisse brutalement le choc dans un mouvement de recul auquel répond presque simultanément le corps d'Éric. Merci. Ça, c'est tout près de la fin, là. On va pas spoiler non plus. Je me rappelle de l'écriture de ce passage qui était vraiment extrêmement compliqué. J'en ai vraiment bavé sur tout ce passage-là. Pourquoi on vous rappelle de mauvais souvenirs? Ouais, des mauvais souvenirs. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est assez. Là, je me dis ça va, on comprend bien. Mais justement, c'était assez compliqué ce truc de la balle qui va ricocher, qui machin, afin de faire tout comprendre. Et puis, c'est le moment très compliqué dans un thriller ou dans quelque chose avec du suspense. Le moment du final où il faut tout révéler en évitant que ça soit ce truc qu'il y a toujours dans les films américains, beaucoup, mais français aussi sûrement, mais le méchant qui pointe son arme et qui là va expliquer tout du début à la fin au lieu de buter définitivement le gentil. Donc il lui laisse le temps de se retourner contre lui, mais en plus comme ça on a tout compris et ça faut éviter parce que c'est vraiment tellement énorme que. Mais il faut bien quand même expliquer. Donc c'était un moment qui était vraiment casse-gueule, fatigant à faire. Ouais. Est-ce que c'était aussi complexe de retranscrire du coup un roman classique de Balzac dans quelque chose de plus moderne? Vous en parliez pour Blanche-Neige, ce rapport entre modernité et classicisme. Alors c'est pas pareil parce que moi ce qui m'intéressait dans La Peau de chagrin c'était le mythe qu'il a créé, c'était ce mythe de ce talisman magique, beaucoup moins que l'œuvre elle-même qui moi m'emmerde un peu au niveau du style. Il y a des trucs très bien dedans mais c'est pas au niveau lecteur je suis pas un fan, je me dis pas je pourrais le relire 50 fois, il y a toujours des trésors à prendre et tout ça, alors qu'un conte je peux dire ça. Donc là non, c'était plutôt presque
je sais pas comment le dire d'une manière qui va pas être prétentieuse, mais qu'est-ce que je peux faire de... Oui, mais il y a d'autres gens qui vont entendre, ça va être en ligne après. Qu'est-ce que je peux faire à ma sauce, à moi, qui m'intéressera plus avec ce mythe qui est quand même génial, mais qui, je trouve, est finalement absent du roman de Balzac. C'est-à-dire dans le roman de Balzac, dans La peau de chagrin de Balzac, il y a une petite introduction assez courte, en fait, où apparaît le talisman magique. Un très long flashback de deuxième partie, mais qui fait tout le roman, en fait, où la peau de chagrin n'est pas là, puisque c'est un flashback, et on termine par un petit retour à l'époque de la peau de chagrin, mais en fait, du coup, c'est accessoire dans le roman, et je trouvais ça dommage. Et le but, c'était pas de faire une adaptation, mais de faire une suite, finalement, et que l'on puisse remonter... Je pouvais pas, en fait, faire apparaître la peau de chagrin de nos jours en faisant comme si le roman de Balzac n'existait pas. C'était pas possible. On pouvait pas créer un univers où tout le monde ignore que ce mythe existe déjà. Donc, il fallait trouver une solution pour que la peau de chagrin existe vraiment et qu'elle ait survécu de génération en génération. Est-ce que vous avez d'autres idées de romans classiques que vous voudrez réécrire ou en tout cas faire la suite d'autres romans? Alors, 17 ans à jamais, qui sort le 12 septembre, on me parle beaucoup de Dorian Gray. Mais j'ai évité de faire justement ça, de refaire... il y a un tout petit truc qui pourrait ressembler, mais en fait, ça n'a rien à voir ni dans le fond ni dans la forme. Et en plus, j'ai quand même une culture classique assez lacunaire, donc je vais vite être au bout de mes idées si je me spécialise dans la réadaptation. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Non, je pense que dans les contes, il y a toujours à prendre. Comme ça, j'ai pas de grande idée, mais ça, peut-être que vous allez me donner l'idée que ça va venir après. J'ai pas prévu ça. Voilà. Et est-ce que vous accepteriez de lire un petit extrait de 17 ans à jamais ou pas? Oui, j'avais dit que je pouvais faire ça. Je vais lire le premier chapitre du coup. Alors c'est un roman qui est particulier parce qu'il est découpé en deux narrateurs. Enfin, il y a une partie en 2016, puis 2024, qui est racontée par Florin, qui est le journal finalement de celui qui écrit le roman que le lecteur va lire. Et donc il y a l'autre partie qui est beaucoup plus importante, où on a ce roman qui raconte l'histoire de Marthe d'avril 2016 à aujourd'hui. Donc sur plus de 100 ans, on va suivre cette jeune fille qui aura 17 ans pendant un siècle. Mais là, je ne vais pas vous lire l'histoire de Marthe, puisqu'elle commence après le premier chapitre, donc je vous lis le tout début. Florin, janvier 2016. Comment écrire cette histoire? Comment la raconter? Je pose le bout de mes doigts sur le clavier. Le halo de l'écran crée une bulle autour de moi, repousse l'obscurité aux abords de mon lit et tient la mort à distance. La mort qui rôde, telle l'ombre cauchemardesque du terroriste dans les couloirs de cet hôpital devenu ma maison. Les mains suspendues au-dessus des touches, j'ai l'impression de me tenir au bord d'un précipice. Après l'horreur et les souffrances que j'ai dû traverser, pourquoi ai-je aussi peur de me raconter une histoire à moi-même? Je ne cours pourtant aucun autre danger que celui de me décevoir. Ou de décevoir Marthe, ce qui me semblerait pire. Mais par quoi commencer? Quel mot serait assez juste pour évoquer l'histoire qu'elle est venue me raconter à moi, un inconnu? Peut-être simplement ceux par lesquels elle a débuté son récit, des mots qui me semblaient déjà parler de moi, de cette colère impuissante de m'être moi aussi fait voler ma jeunesse. On a 16, 17 ans, et on croit que le monde a toujours été tel qu'on l'a connu, qu'il durera toujours. On attend, impatient et inquiet, on anticipe la vraie vie qui bientôt va commencer, pleine de bruit, de désir, d'amour, de joie et de danger. Et puis tout bascule. Ton monde s'écroule en un battement de cœur, et tes projets, tes espérances, le destin que tu t'étais rêvé, tout est effacé par la fatalité. L'impensable s'est produit, là, maintenant. La guerre vient de surgir dans ta réalité. Voilà. Merci beaucoup. Comme d'habitude, on est sur du feel good. Et il sortira quand du coup? Le 12 septembre, normalement. Je crois que c'était le 19 et c'est passé au 12 maintenant. On a tellement hâte. Moi aussi, c'est 2 ans de boulot quand même, donc j'ai plus que hâte, fatigue d'attendre. Et c'est le passage que je vous ai lu qui n'était pas... Enfin, la toute fin. On a 16-17 ans et la guerre vient de surgir. Je l'ai écrit...
une semaine avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie et je l'ai lu à des élèves le jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et c'était très étrange en fait de me dire je suis parti sur 2 ans d'écriture avec une guerre qui arrive en même temps, qu'est-ce que je vais faire? C'était très particulier. Donc on va essayer de ne pas écrire des trucs trop noirs pour la suite. Mais justement, on parlait de comment vous avez écrit ce roman. Celui-là vous a pris 2 ans. Généralement, comment vous amorcez un peu l'écriture d'un roman? Est-ce que vous avez une idée précise ou c'est une commande? Enfin, comment ça se passe? Jamais de commande. Blanche-Neige était une commande dans le sens où on avait dit qu'on allait faire du conte classique chez Nathan avec Mélanie Decour, la directrice éditoriale en fiction française. Et elle m'a suggéré qu'on commence par Blanche-Neige pour aller avec le style noir et blanc que l'illustratrice Péguinil lançait à ce moment-là. Donc je m'étais plié à cette idée-là, mais sinon je ne passerai pas 2 ans sur un truc qui est une commande. Hein, donc moi je suis pas un auteur à commande parce que je suis pas très rapide, même si on dirait que j'ai beaucoup écrit en réalité. Vous voyez, pour 17 ans à jamais, ça c'est la documentation que j'ai dû compulser pour. Je suis pas historien, donc un siècle d'histoire. C'est pas évident de naviguer là-dedans. J'ai une idée, j'ai un personnage au départ qui sont là et j'ai la fin. Je dis souvent ne commencer une histoire sans avoir la fin, c'est comme partir en scooter ou en voiture sur une route et rouler jusqu'à ce qu'on ne sait pas quoi, donc jusqu'à tomber en panne d'essence ou en panne d'idée au choix. Donc il faut avoir la fin. Et après, j'ai pas de méthode. Après, c'est commencer, c'est galère, continuer, c'est galère, terminer, c'est galère. J'ai pas choisi de devenir écrivain. J'ai pas un grand plaisir à l'écriture. C'est même de plus en plus dur, de plus en plus. Enfin, je m'amuse pas, je m'éclate pas en le faisant. J'aime pas trop le cliché du poète maudit ou de l'artiste qui souffre, mais en fait, honnêtement, si je devais être d'un côté, ça serait de celui-là, parce que ça m'amuse pas du tout. J'aime bien inventer l'histoire, avoir envie de la raconter, mais le moment de passer à la mise en forme, qui est tout, parce que dans un livre, dans l'écriture, c'est le style, c'est la formulation qui va faire, c'est pas l'idée. Sinon, il y aurait qu'une manière de raconter Blanche-Neige, justement. Et donc, cette formulation, c'est vraiment... c'est compliqué. 17 ans à jamais, j'ai écrit... Alors, bon, je pense que tout le monde compte peut-être pas en signes dans cette pièce, mais vous devez peut-être, pour certains, avoir une idée à peu près quand même. J'ai dû écrire 100 000 signes, et puis je me suis dit non, la narration va pas. Je suis trop proche de « Et ta vie m'appartiendra », je vais faire du Gaël et Mon, je vais m'ennuyer, je connais ce style, même si c'est une autre histoire. Donc c'est là que j'ai fait intervenir, après des mois, ou des semaines à me prendre la tête, j'ai fait intervenir ce narrateur extérieur, finalement la personne qui raconte l'histoire. Après avoir lu, je crois, des Jean-Claude Carrère, où il a beaucoup, lui, à s'auto-regarder et tout ça, et je me suis dit, tiens, il faudrait que ça soit un personnage narrateur qui raconte lui-même l'histoire tout en étant présent. Enfin voilà. Et donc j'ai recommencé à zéro, alors que j'avais fait 100 000 signes. Donc, et à chaque fois, c'est un peu de plus en plus ça, parce que je ne veux pas me répéter de manière trop visible et moi m'ennuyer trop, donc il faut trouver comment se réinventer. Ouais, c'est ça qui est le plus... Sinon ça serait simple, ça serait comme un jeu d'enfant. Quand on est enfant, on s'embarque dans son histoire et puis on voit où elle nous mène et on s'amuse. Mais en fait, il y a malheureusement la formulation pour que ça soit à la fin un objet comme ça. Et ça, c'est chiant. Donc c'est pas un long fleuve tranquille, il y a des pauses, vous revenez sur ce que vous faites, etc. Ah oui, je galère souvent, je trouve ça nul. En règle générale, je reviens énormément. Je peux pas écrire un jet complet et puis ensuite revenir dessus. Je vais relire le premier chapitre 15 000 fois, puis faire le deuxième, puis relire 15 000 fois le premier et le deuxième, puis etc. Ce qui fait qu'à la fin, le début, je l'ai lu 30 000 fois plus que la fin. Et j'en peux plus d'ailleurs. Sur du très gros roman, c'est difficile parce que forcément, le retravail est très long. Mais bon, je dis pas ça en plus pour me plaindre, hein, c'est un métier super mais en fait chaque métier je le dis beaucoup aux jeunes aussi quand je vais dans les classes, c'est que chaque métier a ses contraintes aussi, il n'y a pas que du fun, c'est pas The Voice, c'est pas vis ton rêve et sois la meilleure version de toi-même, en fait c'est du boulot, donc si ça me fait chier et que je veux pas me donner du mal, c'est pas un métier en fait, malheureusement c'est pas que quand ça m'éclate qu'il faut que je le fasse, donc le but c'est d'arriver au moment où c'est qu'est-ce que c'est bien, bravo, voilà.
Et par rapport à la documentation, est-ce qu'elle arrive justement tout au fil de l'écriture, après l'invention de la trame globale? Ça dépend vraiment, j'ai pas toujours de la documentation, mais pour 17 ans à jamais, j'étais obligé d'avoir de la documentation avant parce que je voulais commencer sur l'occupation allemande dans le nord de la France en 1914-18, en fait, qui est pas connue du tout, et moi je connaissais pas trop ça. Donc là, il y a eu beaucoup de documentation, et une fois que j'ai ingéré tellement de trucs que j'ai dû finir par me dire, bon allez, stop, de toute façon, il y a un moment où il faut commencer. J'ai avancé beaucoup en lisant plus rien parce que j'avais vraiment un trop plein. Et j'avais à chaque fois un historien qui m'a aidé aussi. Et puis arriver, comme il y a des sauts dans le temps quand même, il y a des ellipses temporelles, donc arriver à une autre étape importante qui est 1939, j'ai dû reprendre un peu de documentation, mais moindre quand même. C'était moins. Mais donc il y a eu des étapes un peu longues comme ça, oui, où j'ai dû me redocumenter. Le gros s'est fait en amont. Le gros s'est fait en amont. Je sais pas combien il y a peut-être 6 mois de préparation en fait, voire 9 mois, je sais pas. Et ça a été uniquement de la lecture? Est-ce que ça a été aussi des rencontres? Non, c'était du visionnage YouTube, des recherches internet. J'ai des onglets aussi encore plus nombreux que ça sur les marque-pages et tout ça. Virtuel. Rencontre, non. J'ai eu j'ai trouvé 2 historiens qui m'ont vraiment beaucoup aidé, sans qui j'aurais pas pu commencer du tout. Et un archiviste du Parti communiste français aussi pour un point précis pour lequel j'avais vraiment pas d'informations. Et sinon, c'est tout. Ouais, il n'y a pas de rencontre précise. Ouais. Mais c'est vrai que Internet est génial pour ça, franchement. Je pense que l'étape supérieure maintenant, ça va être l'intelligence artificielle qui va bousculer tout. Mais par rapport à avant Internet, je pense que le métier, moi je l'ai commencé avec Internet et je pense que ça n'a rien à voir avec quand il fallait venir justement à la BNF ou ailleurs pour se documenter, faire des recherches, demander les fiches, les machins. Là, on peut savoir très vite des choses, quoi. J'ai un auteur qui m'a dit au salon de Nice ce week-end, le week-end dernier, qui me disait que maintenant, les dernières versions de ChatGPT, on pouvait lui dire serveur de café en 1952 à trifouiller les oies, qu'est-ce qui pouvait servir comme boisson. Et on va avoir... donc c'est encore autre chose. Ça, Wikipédia ne le fait pas, ni Google. Donc je pense que le métier va encore changer beaucoup. Ça vous fait peur ou... Pardon, excusez-moi. J'ai posé la même question. C'était la même chose. On a toujours un peu peur, mais je suis content de ne pas commencer aujourd'hui parce que j'aurais peur là, je pense. Moi, je suis content d'avoir En fait, je profite d'avoir un statut un tout petit peu installé, pour le peu qu'on puisse être installé dans ce métier, mais plutôt que de me stresser sur qu'est-ce que ça va devenir, je me dis profite maintenant parce qu'on verra bien et voilà. Mais oui, je sais pas trop. J'essaie de pas être trop pessimiste et les choses en noir. C'est la surprise. C'est la surprise, voilà. Et du coup, est-ce que c'est un outil que vous envisagez d'utiliser ou absolument pas? J'envisage pas. On l'utilise déjà. Google, c'est déjà l'intelligence artificielle. Photoshop aussi, je l'utilise pour les réseaux sociaux. Donc on l'utilise déjà. Moi, j'ai une clause dans mes contrats maintenant qui demande que l'éditeur ne se sert pas de mon manuscrit pour nourrir l'intelligence artificielle. Du coup, la réciproque est valable dans le contrat. Et on sait très bien que par contre, ça n'inclut pas justement de faire appel à Google, des choses comme ça, parce qu'on n'a pas le choix en fait. Mais j'ai pas spécialement envie comme ça. Moi, je ressens pas le besoin, j'ai une méthode à moi. Peut-être qu'elle sera dépassée du coup à un moment et que je serai trop lent ou inexact, ou j'en sais rien. Mais donc comme ça, j'ai pas créé un profil ChatGPT pour y aller, tout ça. Je vais faire. Et tout à l'heure, vous disiez que vous écriviez votre premier chapitre, qu'après vous le relisiez beaucoup avant d'écrire le suivant. Est-ce que vous écrivez les chapitres dans l'ordre ou est-ce que de temps en temps vous avez vraiment des remaniements Non, je suis pas capable de faire pas dans l'ordre et pourtant j'aimerais bien parce qu'il y a parfois justement je vais avoir, je dis n'importe quoi, mais le chapitre 8, auquel j'aimerais bien arriver tout de suite parce que là je sais que ça va être bien. Mais ça bloque avant et je vois pas comment faire. Il y a des gens qui le font, moi je sais pas comment on peut faire pour passer au 8 directement puisque
On ne sait pas ce qui s'est passé entre. Donc du coup, ça va changer aussi la suite, quoi. Pour 17 ans à jamais, je crois que j'ai parfois, comme c'est quoi le contrat de flashback quand c'est on revient dans le temps présent. Flash forward. Flash forward, ouais, voilà. Bon, en gros, quand on revient, les petits passages où on revient à aujourd'hui, ou à l'époque contemporaine en tout cas, il y en a certains que j'ai écrits d'affilée en me disant je verrai où les caser en fait. Parce que c'était pas évident aussi moi j'ai vraiment du mal à rentrer, il faut que je rentre complètement dans l'histoire. Et quand il y a ce truc de passer d'un narrateur à l'autre, on a commencé à rentrer vraiment dans l'histoire de Marthe, et puis il faut revenir à Florin, et là c'est un peu galère parce qu'on se complique encore les choses. Donc j'ai essayé je savais ce que j'avais à faire avec Florin, j'avais quand même les étapes précises de qu'est-ce qu'il avait à nous révéler, et donc les étapes étaient déjà écrites, quoi. Là, c'est une alternance de points de vue. Ouais, enfin on revient là au présent du narrateur et on découvre pourquoi il nous raconte cette histoire. Ouais. Et du coup, par moments, c'est plus simple d'écrire de suivre un personnage dans le processus d'écriture et puis de revenir à l'autre quand on sent. L'écriture à la première personne, c'est plus simple. De toute façon, en fait, une fois qu'on tient le personnage, moi je trouve, mais je crois que je suis pas le seul. Donc oui, quand je revenais à Florin, j'étais content en fait, parce qu'en plus tout était très cadré. Il est dans une chambre d'hôpital, puis dans une autre. Enfin, c'était assez simple en fait. Marthe, c'était galère. C'est là qu'il y a beaucoup plus le style aussi. Enfin, c'est un personnage à tenir sur la durée aussi, c'est très difficile qu'il lasse pas, et de savoir s'il lasse ou pas en fait, parce que soi-même on est lassé forcément, mais le lecteur, est-ce qu'il le sera, c'est très dur de s'en rendre compte. Donc ça, c'est là que l'éditeur ou l'éditrice intervient aussi après. Mais voilà. Et du coup, vous expliquez que parfois c'était très compliqué pour vous d'écrire. Est-ce que justement au niveau du suivi éditorial, justement les éditeurs discutent avec vous des passages? À quel moment vous envoyez votre manuscrit et à partir de quel moment se font les retours? Quand c'est complètement fini. D'accord. Même les éditrices qui me demandent, je mets au féminin parce que c'est tellement majoritaire dans la profession de jeunesse, tous les postes sont majoritairement féminins à 70%, je crois, voire plus dans certains postes. Donc certaines éditrices des fois me disent si tu veux me l'envoyer, parce que je galère en ce moment, si tu veux me l'envoyer, et je veux surtout pas en fait, moi faire lire à quelqu'un alors que c'est pas fini, c'est comme si j'abandonnais en fait. Donc j'ai pas du tout envie, donc c'est vraiment qu'une fois que c'est terminé. Et oui, c'est très important ce moment-là en fait. D'abord c'est la personne qui est censée, qu'on espère qu'il va dire c'est super. Pas là bof, ça c'est quand même le truc redoutable, donc c'est pourvu que ça soit ça. Et puis après c'est compliqué vraiment, parce que c'est là que c'est un binôme qui doit vraiment fonctionner, parce qu'il faut que ce soit quelqu'un qui comprend ma manière à moi, et ce que j'attends moi d'une histoire, comment je la raconte et ce que je veux dire dedans. Et si c'est une personne qui passe à côté, on est vraiment perdu. Du coup ça veut dire qu'on reste tout seul jusqu'au bout. Et qu'au contraire, ça va être une lutte pour dire non, ça, il faut le garder au contraire. C'est parce que toi, tu attends pas ça d'un livre, mais moi, oui. Enfin, donc, il faut quand même quelqu'un qui arrive à capter. Et je pense que c'est un métier difficile parce qu'il faut éditer des gens qui ont des styles très différents, des attentes très différentes, des pratiques très différentes. Et il faut réussir à se mettre un peu en retrait, à la fois être en proposition, mais pas trop, en faisant avec la susceptibilité de chacun, parce que c'est vrai qu'un retour négatif, même quand on l'attend, même quand on veut être aidé, il est d'abord désagréable. On ne peut pas faire autrement. Donc il faut le digérer et se dire « Ah oui, c'est vrai qu'elle a raison ». Donc il faut vraiment quelqu'un en qui on a confiance sur ce travail-là. Et en règle générale, c'est toujours, il va y avoir... donc j'envoie le manuscrit, il va y avoir une V2, donc une deuxième version, qui va être faite d'après les suggestions de l'éditeur ou l'éditrice. Ensuite, il y aura une V3 avec les nouvelles suggestions. Parfois, la V3 est faite avec des suggestions de quelqu'un d'autre qui arrive en deuxième partie pour renouveler un peu le regard, surtout sur du très long comme ça. Ensuite, il va y avoir une relecture de la première éditrice ou du premier éditeur de la V3,
avec une lecture aussi de la correctrice, en général c'est aussi une femme, et donc il y a une version finale qui doit être validée par tout le monde. Et la toute dernière version, c'est d'ailleurs, je crois que je l'attends pour 17 ans jamais, c'est le bon à tirer en fait. Donc c'est où là il peut encore y avoir des trucs, il faut tout revoir pour être sûr que tout est bon. Donc plus le texte est long, plus ces étapes sont longues. Est-ce que vous avez déjà fait de grandes modifications justement par rapport au retour des éditeurs? Oui. Et sur quoi éventuellement vous mettez votre veto? Alors, je vais faire gaffe, c'est enregistré. Alors, mais ça se passe toujours très bien avec mes éditrices et éditeurs, mais je ne peux pas non plus dire voilà. Bon. Sur Et ta vie m'appartiendra, par exemple, l'éditrice Alice Asquero m'avait dit pour moi la fin c'est trop simple, le méchant en gros de l'histoire, ce qu'on découvre c'est trop simple, c'est trop basique, c'est trop attendu. Je dis oui, je trouve aussi, mais mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait un moment un petit comment on dit, je commence à fatiguer les trucs à la fin quand ça se fait. Non, un twist, voilà, twist. C'était ça, ouais. Il faudrait qu'il y ait un twist et en fait, elle m'avait proposé que un personnage de l'histoire soit en réalité le méchant et moi j'ai dit non, mais par contre ça va être lui. J'ai proposé un autre. Et donc ça a changé beaucoup de choses quand même, puisque mon méchant, au lieu d'être complètement extérieur à tout le déroulé de l'histoire et d'arriver qu'à la fin, en fait, il était présent tout du long. C'était un traître. Donc ça change énormément les choses. Sur Grimm, fils du marais, elle m'avait dit bon, c'est très bien, mais pour moi, c'est pas fini. Donc là, ça veut dire qu'en fait, il faut encore bosser beaucoup, faire une fin. Et puis sur l'apprenti conteur qui commence par une adresse au lecteur dans un prologue. Donc toi qui viens d'ouvrir ce livre, sache que nous allons vivre une grande aventure ensemble. C'était très très important pour moi. L'éditrice Véronique Girard trouvait que c'était pas essentiel et qu'on ferait mieux de commencer directement par le premier chapitre. Et là, c'était hors de question. J'étais sûr de moi. Elle ne voyait pas du tout l'intérêt de conserver ça. Et ce qui n'enlève pas qu'elle a très bien compris le reste du roman, qu'elle m'a accompagné d'une manière qui était vraiment qualitative, justement. Mais là, on ne se comprenait pas sur ça. Et j'ai tenu, et depuis, on ne me parle que de ce prologue. Donc, ça va, quoi. Mais je savais ça, j'étais sûr. Il y a 10 ans, j'aurais sans doute dû céder. Aujourd'hui, je sais que si je suis sûr de moi, il faut avoir c'est pas évident d'avoir l'assurance d'être suffisamment sûr de soi pour être sûr qu'on a raison, mais quand je crois être à peu près sûr, je sais que je peux dire non, point. Voilà. Et du coup, on parlait de l'apprenti conteur. Pour revenir un petit peu aux contes, est-ce que, on sait que les contes, c'est beaucoup de la tradition orale, est-ce que quand vous écrivez, vous faites attention justement aux sonorités et à l'oralité de manière générale pendant la lecture? Essentiellement, mais dans toutes les histoires, pas que dans les contes. J'ai écouté un podcast, c'est quoi? C'est un truc sur les écrivains qui sont interviewés sur 3 ou 4 épisodes. Je sais plus maintenant comment c'est. Bref, il me semble que c'est France Culture. Et il y avait Alice Zeniter, c'est ça, qui était interviewée, et je me reconnaissais assez dans sa manière de faire parce qu'elle disait que c'était entièrement, ça primait en fait la sonorité, le rythme et la mélodie du texte, ça primait pas sur le sens, mais enfin les choix de mots et de phrases se faisaient par rapport à ça. Et justement, elle avait ce truc de mettre parfois des alexandrins, des autosyllabes, et qu'en fait l'oreille française, je sais que j'ai des amis anglais qui comprennent pas trop ce truc-là, mais l'oreille française est accoutumée en fait à ces rythmes, à les reconnaître même inconsciemment, et ça crée quelque chose qui instaure je sais pas, en fait, une ambiance, une atmosphère particulière à certains moments qui est nécessaire. Quelque chose de lyrique ou de poétique ou de mélancolique qui n'a pas besoin d'être dans l'action. Ça va être comme une chanson, en fait. Ça va être, on passe un mode mineur et tout d'un coup, tout le monde se sent avec un gros coup de blues. C'est ça. C'est trouver cette mélodie-là.
On a remarqué dans votre bibliographie, vous avez commencé chez Talent Haut. Là, depuis 2017, vous publiez majoritairement chez Nathan. Comment se passent justement les rencontres avec les éditeurs? Est-ce que c'est systématiquement de la soumission de manuscrits au début? Quand on débute, oui. Après, plus on avance, plus on connaît les gens. C'est un métier quand même où les éditrices bougent beaucoup. C'est un peu les chaises musicales chaque année au moment du salon de Montreuil. Il y a souvent une telle est passée chez un tel et machin. Donc on va se suivre aussi parfois. On va retrouver quelqu'un avec qui on avait déjà travaillé dans une maison dans laquelle on arrive. Donc moi j'ai envoyé longtemps mes textes. Maintenant, je propose d'abord aux éditeurs avec qui je travaille. J'ai commencé chez Talent Haut avec Mélanie Decour, qui depuis est directrice éditoriale fiction française chez Nathan. Donc en fait, je suis aussi arrivé chez Nathan simultanément. C'était pas à cause d'elle, mais en même temps, on s'est retrouvés à passer dans cette maison. Après, c'est humain, quoi. C'est où est-ce qu'on se sent bien, où est-ce qu'on se sent défendu, où est-ce que des maisons très prestigieuses dans lesquelles moi je me trouve pas du tout à ma place dans l'atmosphère interne, dans la manière dont on envisage la littérature aussi, de comment on package tout ça aussi. Voilà, c'est un peu comme ça. Et où est-ce qu'on est apprécié? Est-ce que vous avez des projets, par exemple, qui sont nés de discussions avec des éditeurs où par exemple, vous leur avez communiqué une idée, une ébauche et... Non, même pas. C'est un processus personnel. Voilà, oui, ça sera dans 1 an, ça sera dans 2 ans. Et j'ai un peu de retard, ou ça sera pour telle date, mais non, ils ne savent pas grand-chose. Pour Et ta vie m'appartiendra, on savait qu'on était sur une peau de chagrin, mais c'est tout. Là, il y avait vaguement quelque chose de l'ordre de Dorian Gray, et je leur disais au fur et à mesure, ça sera pas du tout ça. Hein. Vous attendez un Dorian Gray, mais ce sera pas ça. Hein. Ça sera... Donc ils savaient pas du tout ce qu'ils allaient lire en fait. Donc non, c'est que mon envie en fait. Il y a eu Silent Boy qui était une demande quand même, puisque Nathan allait lancer la collection Court Toujours, qui est une collection donc, de romans très courts pour les faibles lecteurs ou non lecteurs, ouverts aux autres aussi, mais accessibles à des faibles lecteurs, donc avec des formats très courts, des versions audio incluses, tout ça. Et comme ils allaient lancer la collection, ils voulaient faire appel à des noms de leur vivier d'auteurs. Ils m'ont demandé si je pouvais faire partie des 6 premiers. Et donc j'avais une idée un peu en stand-by que je pensais faire un jour, donc je l'ai utilisé pour ça, mais le format effectivement a imposé ce roman-là, quoi. Je vais reprendre la parole. Tout à l'heure, vous nous avez parlé du travail avec les éditeurs. On a remarqué, et on aimerait vous poser aussi une question sur votre travail avec les illustrateurs. Avant même de savoir que vos histoires préférées s'inspiraient du folklore russe, on avait remarqué, par exemple, dans Blanche-Neige, dans les illustrations, une forte présence. Enfin, on s'était douté qu'il y avait une inspiration russe. Et du coup, on aimerait bien savoir comment est-ce que vous travaillez avec les illustrateurs. Est-ce que vous leur mettez des petits mots, des petites annotations pour qu'ils arrivent à retransmettre, en fait? Alors, la plupart du temps, on ne travaille pas avec les illustrateurs. Oui, vous passez par les illustrateurs. Là, même en étant plus connu, c'est quelque chose qui reste un peu... En fait, l'acte d'achat dépend de l'illustration sur un album et de la couverture. Donc, c'est quelque chose de très important. Et pour plaider parce que souvent ça choque les gens, même pour plaider pour la maison d'édition, si l'illustration choisie ne plaît qu'à l'auteur et à personne d'autre, c'est problématique. Donc que ça soit ses goûts, c'est très bien, mais c'est quand même pas l'unique truc qui importe. Moi, je reste assez ouvert parce que mon but est que les gens découvrent à quel point mon histoire est géniale. Donc, c'est pas que le dessin soit mon. Puis je suis pas fan de quelqu'un en particulier, donc je suis assez ouvert. Après, c'est vrai que quand je propose quelqu'un, c'est rarement la personne retenue. Ça, c'est très clair. Bon, alors souvent, elle n'est pas disponible. Souvent, elle n'est pas disponible, mais souvent, ils ont une autre idée en tête.
Après, les propositions, maintenant, on va me proposer, quand même, on va me dire, on pense à une telle, à un tel, on va me montrer les crayonnés. Je vais avoir des petites choses à dire, mais rarement beaucoup. Et j'influe pas du tout sur la direction, le style, à quoi ça va ressembler, tout ça. Non, j'ai pas... Il y a des erreurs parfois qui peuvent être faites. Je vois l'illustration de Personnages et les 3 ogresses, où les ogresses sortent de l'arbre. Au départ, il y avait de l'herbe verte par terre et ça ne collait pas avec l'histoire puisque ça se passe dans la neige, donc il avait fallu changer ça. C'est moi qui l'ai fait remarquer. Il y a des petites choses comme ça, mais c'est pas... J'interviens pas, en fait. Non. Je le prends plus, moi, comme un cadeau. En fait, j'ai travaillé sur le texte et maintenant le cadeau c'est tiens, des illustrations arrivent, quelqu'un fait des dessins pour moi et je découvre et non, c'est plutôt agréable en général. C'est aussi là qu'il faut avoir une confiance éditoriale, que comme pour la couverture d'un roman, des gens vont avoir une bonne vision du texte, vont savoir comment le proposer, comment le mettre en valeur et m'apporter des idées que j'aurais pas eues moi. Donc ça c'est... Après, moi j'ai de la chance, hein, honnêtement, ça arrive d'avoir des auteurs qui détestent les dessins de leur album ou la couverture de leur livre, et c'est pas drôle, hein, ça, c'est sûr. Mais là, je pourrais le dire si c'était le cas quand même. Vous êtes filmé, hein. Oui, non, mais c'est pas arrivé. Parfois des petites tensions sur des détails, mais c'est des détails. Alors merci beaucoup pour vos réponses. Merci à vous. Je vais passer la parole au public. Peut-être juste avant, vous nous avez parlé de 17 ans à jamais. Vous allez avoir un autre roman qui va sortir en fin d'année à l'école des loisirs, Mon deuxième cerveau. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et éventuellement nous lire un extrait? Ouais, pour le coup, voilà, du coup, je suis pas qu'en roman ado, puisque là, ça va être un Mouche. Donc, Mouche, c'est la collection 7-8 ans, je crois. Donc, c'est un texte court. Là, ça sera du 7-8 plutôt. 10, c'est trop pour ce texte. C'est parti d'une rencontre scolaire. Moi, je rencontre cette année, j'aurais fait la semaine prochaine 103 classes dans l'année scolaire, donc j'en rencontre beaucoup du CE1 à la terminale. Et donc, il y avait une classe où il me parlait d'intelligence artificielle. Et je m'étais dit, je sais pas, ça m'avait évoqué un truc où je m'étais dit, ça serait marrant qu'il y ait une application qui s'appelle Mon deuxième cerveau et qui propose, en particulier aux enfants, quand ils ont le téléphone dans les mains, de tout faire à leur place. Donc les devoirs, tout ça. Et ça serait bien qu'il y ait un piège là-dedans, puisqu'il y a forcément un piège. Donc comment, pour les tout-petits, parler du vol de données, des choses comme ça. Voilà, donc c'était surtout ça. Donc, faire un truc qui permette sûrement une réflexion, mais qui soit d'abord de l'aventure avec ces satanés téléphones. Et vous vouliez que je vous lise le début aussi, non? Je veux bien. Donc là, c'est le tout premier chapitre qui est le plus court, c'est une sorte d'introduction aussi, qui s'appelle « La pire peur de sa vie », ce chapitre de Mon deuxième cerveau. Niels s'est longtemps dit que toute cette histoire avait commencé à cause de sa maman, ou plutôt à cause du téléphone portable de son grand frère Éloi. Mais en réalité, si cette série de catastrophes s'était produite, c'était surtout à cause des adultes qui ont inventé les portes automatiques du centre commercial. Vous savez, ces portes en verre qui sont supposées s'ouvrir dès qu'on s'approche, sauf qu'elles sont parfois incapables de repérer les enfants trop petits. Et c'est pour ça que Niels a vu les portes de la galerie marchande se refermer sur lui, tandis que sa maman et son frère s'en allaient dans la rue sans s'apercevoir qu'ils ne les suivaient plus. Niels avait eu beau les appeler et taper sur la vitre, et sur la vitre, ils continuaient de s'éloigner, tous deux concentrés sur l'écran de leur téléphone portable. Ce qui explique qu'il ne soit revenu chercher Niels qu'après 5 minutes interminables. Et c'est après cette aventure que maman a décrété « Si t'avais eu un téléphone, t'aurais pu m'appeler pour me prévenir que t'étais bloqué. Éloi va te donner le sien. » Quoi ? C'est étrangler son grand frère comme s'il lui avait demandé d'offrir son cœur ou son estomac. « Je te rachèterai un œuf dès demain », l'avait rassuré maman. « Niels va récupérer celui-ci qui marche encore parfaitement. » La solution semblait un peu étrange, mais Niels était ravi d'avoir gagné un portable dans cette aventure. Il était loin de se douter que le piège qui allait se refermer sur lui serait bien pire qu'une porte de supermarché. Par les figouilles, finalement. J'y arrive, enfin, après 15 ans. Alors, du coup, ouais. Moi, je pense que... Si mes camarades n'ont plus de questions, on va
on va laisser le public vous poser des questions. S'ils en ont ici. Je suis sûre qu'ils en ont plein. Qui osé. Alors, Clémence, une de mes camarades. Moi, j'ai une question. Quand vous parliez d'oralité tout à l'heure, j'ai remarqué que vous étiez assez friand de dialogue, surtout dans vos ouvrages pour les adolescents. Et vous formatez vos dialogues, du coup, en essayant de s'ancrer dans une oralité adolescente, hein, donc avec un vocabulaire pas trop, ce qu'on voyait dans une de vos conférences, dans vos échanges avec des adolescents, pas trop datés, hein, pas trop dans le langage moderne, etc., mais quand même qui se rapproche d'une parole adolescente. Et je me demandais comment est-ce que vous mettez dans la peau des ados pour parler de ça. Est-ce que vous utilisez votre propre manière de parler, parce qu'on dit souvent écrit comme tu parles. Est-ce que c'est le cas, ou est-ce que non, vous allez travailler, vous allez écouter? Comment est-ce que vous jouez le jeu de l'adolescent qui discute? C'est compliqué, il y a une part d'instinct encore, il y a le fait qu'il faut, c'est tricher en fait, c'est faire comme si c'était un phrasé adolescent, mais en réalité si on le lit dans une cour de lycée ça ne passerait pas, ça serait un truc écrit en fait, si on voulait parler comme ça, on s'apercevrait qu'en fait non, mais c'est faire croire que, donc c'est mettre le style de côté de manière visible, c'est-à-dire qu'il n'est pas visible par le lecteur. Il ne va pas se dire « Ah, quel style incroyable !» Il va dire « Tiens, on dirait du vrai parler », alors qu'en fait, non, ça n'est pas. Il y a une vraie recherche stylistique. Et je pense que c'est comme un travail d'acteur. C'est comment partiellement l'ado que j'étais parlerait en tant qu'ado de cette époque-là, de ce contexte-là, qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce qui est de l'ordre de mon fantasme, de comment on parle maintenant, hein, et puis comment éviter les pièges pour ma réputation, par exemple, qui est mon best-seller, mais aussi mon premier roman ado, donc le plus ancien. Il est sorti en poche récemment et je l'ai un petit peu réactualisé parce qu'il y avait des pièges que j'avais pas déjoués, comme le fait de mettre Facebook. Parce qu'à l'époque, Facebook, ça paraissait évident que ça allait rester pour toujours. Bien sûr que non, en fait. Donc, mais on en était à un moment où il n'y avait pas les autres réseaux. Donc, on ne pouvait pas savoir que ça allait être tous les 2 ans à nouveau. Et donc, voilà, il suffit de mettre les réseaux, justement. Il faut gommer. Après, il y a les textes vieilliront de toute façon. Hein, ça parlera d'une autre époque, c'est pas grave. Mais c'est des petites choses comme ça, ouais. Après, d'essayer de ne pas dater, de ne pas ancrer dans un truc trop... de ne pas avoir un langage avec le tic de langage de l'année, qui en plus n'est utilisé qu'au collège et pas au lycée ou vice-versa. Enfin, essayer Mais c'est après, c'est redigéré et stylisé à ma façon, quoi. Et c'est les gens, après, encore une fois, c'est les gens qui vont dire « Ah, on dirait vraiment ». Et moi, je me dis « Bon, donc ça a marché, mais je ne fais pas un travail documentaire où je ne suis pas à enregistrer les ados, comment ils parlent et tout ça, quoi. » Merci beaucoup. Alors, y a-t-il une autre question? C'est pour rebondir sur vous parlez de toutes les rencontres que vous faites. Et alors, quelles sont les questions que eux vous posent, les petits, les grands? De quoi ils vous parlent? Savoir absolument. C'est très varié. Les questions qui reviennent systématiquement, petits, grands, mais c'est des questions aussi un peu basiques qui reviennent, qui sont des classiques, quoi. C'est combien de livres tu as écrit, d'où vient l'inspiration, ça c'est la plus redoutable, qui crispe n'importe quel auteur jeunesse. Comment on fait un livre, est-ce que ça gagne beaucoup, c'est assez varié. Après, ça dépend aussi de ce que moi je vais apporter, et là ils vont rebondir quand il y a des classes réactives. Là, à la Seine-sur-Mer, j'avais des classes très... j'étais lundi, on est jeudi, c'est ça, ouais, j'étais lundi. C'était des classes qui... c'était des 6e là, que je voyais, et des 4e qui étaient très spontanées. En fait, ils réagissaient de manière personnelle et spontanée, donc ils avaient des questions qui devenaient de plus en plus originales parce qu'ils réagissaient sur le vif. Parfois, ça reste un peu scolaire et un peu... voilà, bon, c'est quoi ce métier? On décortique, quoi. Puis, ce qui est précieux, c'est aussi que c'est le moment où on a des retours de lecteurs qui ont lu le livre, parce qu'en salon... En fait, nous, on n'est pas comme des comédiens qui, sur scène, avant un public qui vient nous applaudir, ou on peut voir même, je sais pas, un réalisateur de film, il peut se dire, bon, il y a eu tant d'entrées aujourd'hui. Nous, on va devoir attendre un an pour avoir les ventes. Et surtout, c'est abstrait. On peut rester chez nous à se dire, bon, voilà, c'est sorti. Hein.
Et en salon, on va pas avoir des lecteurs qui ont lu le livre, on va plutôt faire on peut faire le libraire finalement, on va faire ça parle de quoi, c'est pour quel âge. Donc c'est pas hyper riche en fait, c'est assez rare en jeunesse qu'on ait des gens qui viennent voir parce qu'ils adorent ce qu'on fait, ça arrive, et qu'il y a un échange sur ça. Donc il y a qu'en classe qu'on va rencontrer des lecteurs qui ont lu. Et ça c'est précieux parce que sinon, quand est-ce qu'on a un retour ? Et donc tous les auteurs jeunesse le savent très bien, c'est quand même que là qu'on va avoir... tous, c'est le premier livre que je lis de ma vie et que j'arrive à lire, j'ai adoré, ou des trucs comme ça, quoi. C'est ce pourquoi on fait ce métier-là aussi, donc c'est des moments qui sont précieux, ouais, même si c'est fatigant. Est-ce que ça vous influence pour les autres livres ? Non, ça me conforte dans le fait qu'il faut que je fasse ce que je veux, en fait. Qu'il n'y a pas un adolescent, qu'il n'y a pas un type de public... Non, parce qu'en plus, l'avantage de la jeunesse, c'est que l'ado qui me dit ça, le temps que j'écrive quelque chose, il ne m'ira plus, il sera vieux, donc en fait, ou il aura changé de tranche d'âge. Donc je vais surtout pas faire attention à lui. Mais par contre, non, ça met du baume au cœur, en fait. C'est juste d'être entendu, c'est tout. C'est d'avoir... parce que parler, ou écrire, et pas être entendu, c'est un peu beaucoup de bouteilles à la mer, même si c'est pas un appel. On se demande un peu des fois, s'il n'y a pas de retour de réception, c'est un peu stérile en fait, il y a quelque chose d'absurde dedans, donc c'est quand même précieux ça. Et le public jeunesse est vraiment, enfin pour moi c'est irremplaçable. On en a parlé sur le salon de Nice justement ce week-end, il y avait l'autrice de, comment il s'appelle, c'est, vous savez Lan Trotro, et voilà, et il y avait un grand ado qui vient avec son papa et il avait sa housse de trompette sur le dos et il dit ben voilà, on sort d'un concert qu'il avait pour son conservatoire et en fait c'est entre autres grâce à Trotro qu'il a commencé à jouer de la trompette et l'ado il était tout ému devant Trotro et tout ça et nous on la regardait et quand elle a eu fini tout ça elle se retourne et on lui fait c'est génial, c'est quand même ça, c'est un truc comme ça, c'est irremplaçable et à côté sans vouloir dévaluer le public adulte, mais il n'y a rien en commun avec un adulte qui a adoré tout ça. C'est d'avoir joué un rôle comme ça dans une étape de la vie aussi importante que l'enfance ou l'adolescence. C'est un privilège. Et pour quelqu'un comme Bénédicte Guettier, qui en plus dure, elle a ce privilège d'avoir plusieurs générations. Et c'est assez incroyable, ça, oui. Moi, parfois, je trouve ça chouette d'avoir des grands ados en classe qui ont étudié, je sais pas, ma réputation ou humilié mon enfance, et puis je leur projette mes livres sur un diaporama, et ils voient toutes les couvertures de mes livres, et ils disent « Ah, mais j'ai lu celui-là quand j'étais petite, ah, mais on a celui-là à la maison », et tout d'un coup, ils sont complètement émerveillés, parce que ça leur rappelle des choses. On avait déjà partagé quelque chose ensemble, ils me connaissent, en fait, et ça, c'est génial, oui. Après, pourquoi moi ça me touche plus et pourquoi en jeunesse on est plus touché par le public jeune, je ne sais pas, c'est un psy qui pourrait peut-être éclaircir ça, mais puisqu'on vit bien, ça va. Mais voilà. Moi je veux bien rebondir sur une question de Madame Meyer. Du coup, Monsieur Aymon, vous avez déclaré... Ça me fait bizarre d'être cité comme ça. Il y a quelques minutes. C'est des citations à la chaîne. Que la peau de chagrin vous emmerdait dans son site. Donc moi, je souhaiterais vous dire ce soir que votre roman ne m'a pas du tout emmerdé. Et ta vie m'appartiendra, et bien au contraire. Il m'a donné envie d'aller relire La peau de chagrin, que j'ai relu avec un plaisir encore supérieur à la lecture de votre roman. Bah oui. Et alors du coup, moi ma question là, justement, on est en train de parler des enfants et de la réception et des collégiens. Je vous ai entendu dire que vous aviez visité 104 classes. 103 classes. Oui, enfin bon. Du coup, ma question c'est dans la mesure où ce roman donne envie d'aller lire La peau de chagrin, alors je sais bien que La peau de chagrin n'est pas destinée à des collégiens, mais est-ce que quand même vous vous considérez comme un passeur de littérature, comme étant participant à la grande histoire de la littérature, à la grande famille de la littérature, et surtout comment vous présentez par exemple des textes comme La peau de chagrin?
aux enfants. Alors ce qu'il y a, c'est que m'appartiendra, c'est pas un livre très prescriptible. Enfin, il n'a pas un angle d'attaque qui tombe pile poil pour les enseignants. Il va pas être sur la bonne tranche d'âge en plus par rapport à ceux qui vont pouvoir lire Balzac. Les lycéens, on en rencontre très peu parce qu'en fait, ils bachotent. On rencontre des lycées pros et là, on va pas trop leur faire lire Balzac justement. Donc du coup, il se trouve que c'est pas un livre sur lequel je vais rencontrer énormément de classes. Maintenant, il y a des retours en général de lecteurs adultes qui vont me dire ah bah ça m'a donné envie de découvrir La peau de chagrin, tout ça. Et moi, je me dis bah ça leur plaira ou pas parce qu'effectivement, moi, c'est pas parce que moi je l'ai relu plusieurs fois. Ce roman, il m'a vraiment marqué dans mon jeune âge adulte, Alors, tout en ayant du mal avec certains passages, mais j'en parle juste comme j'ai dit là. En fait, je vais pas plus loin, je fouille pas beaucoup, mais après sur le truc du passage, moi oui, dans le sens où n'importe quel romancier ou auteur en donnant à lire participe à faire vivre la littérature. Donc à donner envie de lire d'autres livres, mais pas dans le sens où c'est parfois entendu. Grâce à cette littérature jeunesse, on va pouvoir les emmener vers des vrais livres. Parce que parfois c'est ça en fait que beaucoup d'adultes attendent, et donc lire Balzac grâce à ce livre un petit peu moindre. Non, ça c'est pas mon but. Par contre, que grâce à moi, ils vont découvrir quand même un petit peu mieux, ou la littérature classique, tout ça. D'abord, j'ai pas cette ambition, j'ai pas cette prétention, et chaque lecteur, enfin, tant mieux si des gens se découvrent une passion pour la lecture grâce à moi, mais j'arrive pas. Franchement, là, ça me dépasserait complètement, quoi. D'accord, parce que c'est quand même en 4e de couverture, enfin, inspiré de La peau de chagrin. Mais comme beaucoup de choses, la 4e de couverture n'est pas quelque chose qui est fait par l'auteur. Oui. Après, ça paraît évident que là, on le met en avant parce qu'il faut que ça soit clair dès le début. En salon, j'ai des gens qui prennent le livre, qui l'ouvrent et qui tombent d'abord sur l'inscription sur La peau de chagrin, en fait, et qui disent mais ça me rappelle quelque chose, ça. Et ils ont l'air un peu de dire le plagiat, dis donc. Donc ça permet ça aussi. La 4e de couve permet aussi de dire ah ok, en fait c'est inspiré d'eux. Mais tout le truc en jeunesse, c'est aussi de ne pas faire peur. Faut pas, si on le met trop en avant, c'est oh là, attends, non, j'ai déjà ça au bac, merci, quoi. Donc voilà, mais je suis très content que ce soit pas mon poste à moi de gérer ça, justement. Je réponds à peu près correctement, ça va. Moi, j'ai deux questions, si c'est possible. Ma première question, c'est sur la narration. En fait, le roman Junior, c'est à la 3e personne. Je les ai pas tous lus, mais ceux que j'ai lus en roman ado, ils sont à la 1re personne. Est-ce que vous pensez que la 1re personne, c'est un prérequis aujourd'hui pour la littérature ado ou pas? Et ma deuxième question, je vous profite, sur Mon âme frère, je trouve que le personnage féminin est super bien écrit. Et je voulais savoir si du coup les éditrices avec qui vous travaillez, puisque c'est beaucoup de femmes, ont joué un rôle, ou si vous avez parlé beaucoup avec des ados-filles, ou si ça vient 100% de vous, cette justesse. Alors, la première question, non, c'est pas un prérequis, et c'est que de l'instinct. Ce texte-là doit être à la 1re personne. Parfois, ça arrive de reprendre tout, parce qu'en fait, il valait mieux qu'il soit à la 3e. Ou l'inverse. En fait, ce roman-là est à la 3e personne. Celui-là, je vous ai lu un tout petit morceau, mais c'est le prologue en fait qui est dit par Florin, donc c'est la 1re personne, mais la plupart est à la 3e. Donc en fait, ça dépend de ce que l'histoire exige. Et ce roman-ci, Junior, que j'ai écrit à la 3e personne, Mon deuxième cerveau, fait un peu figure d'exception parce que pour l'instant, quand j'écrivais pour cette tranche d'âge, j'écrivais à la 1re. Donc en fait, voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas de règle, en tout cas moi je m'en impose pas et on m'en impose pas non plus. J'ai une liberté éditoriale complète sur le style et sur le contenu, où que ce soit. Sur le personnage d'ado, alors moi je l'aime beaucoup, Camille, c'est un personnage que j'aime beaucoup et que c'est pas celui qui a le mieux marché parce qu'il est tombé à un mauvais moment, que je pense que et voilà, mais en tout cas, c'est un personnage que j'aime beaucoup et on va continuer de le porter a priori autrement. Mais j'ai tendance à dire que non, comment on fabrique les éditrices jouent pas un rôle dessus du tout. Et que les ados ou même les adultes demandent souvent mais comment on fait pour écrire un personnage féminin quand on est un homme, et je leur donne toujours le même exemple que je vais vous donner, qui est que si je me donne une gifle là et que je décris ce que j'ai ressenti et que je me transforme instantanément devant vous d'un claquement de doigts en femme sous vos yeux ébahis, que je me redonne
une gifle, je vais décrire ce que j'ai ressenti qui va être exactement la même chose. Donc comment écrire un personnage féminin? Le secret, mais ne le répétez pas, c'est de mettre des E aux adjectifs. Après, évidemment, il va y avoir des petites choses. Donc Laura, dans ma réputation, a ses règles, je ne peux pas l'inventer. Donc je vais devoir demander à quelques femmes autour de moi. On ne peut pas demander ça à tout le monde. Et je vais m'apercevoir rapidement que je fais ce que je veux parce que chacune le ressent différemment. Et Camille, qui a des problèmes, effectivement, particulièrement des problèmes féminins par rapport aux garçons, au désir, tout ça. Pour moi, c'est des trucs qui tombent sous le sens, en fait. Enfin, c'est des choses qu'on constate et que je peux tout à fait me projeter comme comédien dans ce véhicule qu'est Camille et trouver qu'il fait chier ce mec là qui m'a sauté dessus alors que j'avais rien demandé, quoi. Voilà. Et qui en plus m'abandonne au bord de la route après m'avoir à moitié violé. Donc effectivement, je pense que je peux me représenter ça, en fait. C'est pas en détail avec tout ce qui... Mais en fait, l'effet psychologique, je le comprends. L'exaspération et le questionnement sur les hommes aussi. Enfin, mais ça ne veut pas dire que je sais tout faire. En fait, ce que vous voyez, c'est ce que je sais faire ou ce que j'estime savoir faire. Je ne saurais sans doute pas très bien faire. J'ai vu récemment, je suis tombé dans un hôtel quand j'arrivais pas à dormir. Je suis tombé sur un documentaire là, il y a 2 nuits sur les jeunes légionnaires, les jeunes recrues de la Légion étrangère. Et c'était assez passionnant, en fait. Et c'était assez troublant, en fait, cette espèce de camaraderie créée sur quelque chose quand même de des épreuves, mais il y avait quelque chose d'intéressant. Et je me suis dit ça, je ne saurais pas le faire. Et pourtant, je vois, il y a quelque chose qui serait intéressant, mais j'ai pas accès complètement. Ça serait pas crédible. Donc évidemment, j'essaie de montrer ce que je sais faire. En mettant des E aux adjectifs quand il faut. Y a-t-il d'autres questions? Moi j'ai une question. Dans plusieurs de vos interviews, de vos interventions, il y a une formulation que vous utilisez très souvent. Je me répète tout le temps, en fait, je crois. C'est pas grave, nous, comme ça, on est bien sûr d'avoir bien entendu. Mais du coup, face à nous, je pense que j'ai une question là-dessus, mais c'est souvent écrit pour les jeunes, pour la jeunesse et les adultes consentants. Ouais. Du coup, ma question c'était, déjà, qu'est-ce que vous voulez dire par adulte consentant? Pourquoi cette formulation? Pourquoi spécifiquement le mot consentant? Et qu'est-ce que vous entendez par ça? Alors, il y a plein de choses. C'est très réfléchi. C'est qu'il y a de la part de certains adultes un vrai mépris ou un désintérêt complet pour la littérature jeunesse. Donc, l'impression que ça serait même une souffrance ou une punition de devoir lire un ouvrage jeunesse. Donc, le consentement semble nécessaire pour ces personnes-là. Après, il y a toujours ce truc. Pourquoi vous écrivez pour les jeunes? Pourquoi vous écrivez pas pour des vrais lecteurs, pour des adultes qui, eux... Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a quand même beaucoup de lecteurs qui lisent des romans de guerre pourris, bâclés et nuls. En fait, tout le monde ne lit pas de la grande littérature en étant adulte. Donc pourquoi ils sont plus précieux et plus intéressants, je ne sais pas. Mais il y a ce truc-là souvent. Et en fait, je n'écris pas que pour les jeunes. Enfin, les gens qui sont là en sont la preuve, parce qu'il n'y a pas énormément de très 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 jeunes qui sont venus. Je dis souvent que les livres de littérature générale portent assez mal leur nom, puisqu'ils sont très souvent... exclusivement pour les adultes, alors qu'il n'y a jamais une pastille sur un de mes romans ou sur un de mes albums avec marqué interdit aux plus de 18 ans, si on décide que c'est à 18 ans que la jeunesse s'arrête. Donc j'écris pour la jeunesse, parce qu'effectivement je suis spécifiquement un auteur jeunesse, c'est vraiment une volonté, mais les adultes qui veulent bien ou qui sont intéressés ne sont pas interdits et sont bienvenus. C'est juste ça, venez avec nous si vous voulez. C'est aussi pour vous, mais uniquement si vous avez envie. Donc après, il faut trouver une formule qui se mette bien sur le site internet, qui soit reprise sur Google et qui fasse une présentation. Ça donne aussi ça donne l'esprit. Voilà, il y a de l'ironie, il y a quelque chose de léger, mais quand même, ça dit que c'est pas que pour les petits. Et ça évite tout de suite ce truc de jugement et de questionnement. Mais quand est-ce que vous allez écrire un livre pour les grands? Mais j'en ai écrit plein en fait. Allez-y, vraiment peur, vous allez vous amuser en fait. J'ai pas envie de répondre jamais, parce que je n'écrirai jamais un livre. Moi, j'ai pas du tout envie d'écrire de la littérature générale. Mais j'ai pas envie de répondre jamais, parce que ça voudrait dire que j'ai pas écrit pour les adultes. Mais ils ont le droit, en fait. Quand est-ce que je pourrais vous lire? Mais allez-y. N'attendez pas, en fait. Je suis vivant, mais ça va pas durer, donc voilà. C'est ça, en fait, l'idée.
Merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Attention. Ça va être sur Balzac. Je vois que vous parlez beaucoup de votre instinct, ce que je trouve tout à fait normal. Hein. Je pense qu'il y a une part d'instinct dans la créativité. Vous vous basez sur vous, sur vos ressentis, etc. C'est le meilleur outil que vous possédez, en fait. Celui qui est apporté et qui est toujours actif. Mais je me demandais quand est-ce que... Parce que j'entends bien quand vous dites que pour vous, le processus d'écriture est douloureux. En fait, vous aimez la création, vous aimez l'idée, l'imaginaire, et vous souffrez de faire, vous allez me pardonner l'expression, naître votre imaginaire sur le papier et de le mettre en mots, en fait. Ce que je peux tout à fait comprendre, on est en plein dedans aussi un petit peu de notre côté. Donc j'ai compris tout à fait. Et je me demandais déjà quand est-ce que vous avez ressenti, parce que vous disiez ne pas vraiment avoir aimé lire enfant, en tout cas pour le début, et d'avoir cette rencontre, hein, la lecture, c'est et après l'écriture, c'est on rencontre des livres qui nous donnent envie. Voilà. Mais quand est-ce que vous vous êtes dit j'ai un instinct qui va me guider vers de l'écriture, sans parler de faire de vous un écrivain, parce que ça c'est un travail aussi, mais à quel moment vous avez rencontré, vous avez dit cet instinct-là, qui me permet de créer, va me permettre de d'écrire aussi, et aussi j'aimerais savoir vers quoi il vous pousse, parce que je vois que vous écrivez sur plein de choses. Mais il y a aussi plein de choses que vous n'écrivez pas. Par exemple, vous ne faites pas du tout de science-fiction, en tout cas pas trop. Si, j'en ai fait. Un petit peu? Ah, j'ai pas du tout vu ça. La planète et 7 dormants, oui. Ah, eh ben, j'irai voir. SF pur et dur, vraiment classique, quoi. Vous essayez quand même beaucoup de choses, mais donc votre instinct vous pousse vers certaines choses et peut-être moins vers d'autres. Comment est-ce que vous mettez le flow, en fait? Comment ça se fait? Alors, il y a 15 questions. Hein. Oui, alors, il y a pour moi, là où on accède à la capacité à écrire et à percevoir que les histoires peuvent être mises en mots et qu'on a peut-être quelque chose à faire avec, c'est quand on nous lit des histoires quand on est enfant, puis quand on aime bien continuer à lire à voix haute, en imposant ça à son frère ou à des amis qui ont envie de dormir, par exemple. C'est un truc commun à plein de créatifs, en fait, ça. Je lisais des BD aussi. Les BD, il y a de l'image. Moi, j'aime bien qu'il y ait de l'image, quand même. C'est pour ça que je ne suis pas réfractaire aux propositions des illustrateurs, parce que je trouve que ça apporte aussi quelque chose d'autre qui véhicule des choses complémentaires. Et je voyais dans tout ça, quand on lit à voix haute, ou même quand on nous lit, ou quand on lit dans sa tête, il y a des phrasés, il y a des styles qui marchent avec soi instinctivement, justement. On est dans nos marques, il y a quelque chose qui nous emmène et d'autres pas. Et donc, on se fait une famille petit à petit de textes qui nous parlent à nous. Et on voit aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas sensibles à ça, qui ne voient pas la différence entre je sais pas, Yoko Tsuno et les Schtroumpfs. Et pourtant, si, il y a une grosse différence de style d'écriture, en fait. Et c'est pas les mêmes phrasés, ça va pas être le même rythme. Mais il y a des gens pour qui ça reste de la BD, du roman, voilà, c'est de l'écrit, c'est des lettres, c'est tout. Et quand on est sensible à ça, ça veut dire qu'on reconnaît, on se trouve dans des familles de styles. Après, comment moi j'ai trouvé que je pouvais écrire, alors j'écrivais quand même pas mal d'histoires ou de BD quand j'étais CM2 6e. Après, j'ai complètement arrêté, et là, je lisais plus beaucoup à partir de ce moment-là. Et encore une fois, c'est là que je me suis dit, tiens, des contes, ça, je saurais écrire. Allons-y, on essaye. Et puis, j'essaye, ça marche, c'est pas trop, voilà, j'y arrive. Et puis après, c'était très dur l'audiovisuel. En fait, j'ai pas mal galéré aussi. J'ai fait plein de jobs alimentaires pourris, très durs, tout ça. Enfin, j'ai vraiment bien galéré. Je sais ce que c'est, en fait, d'avoir du mal à bouffer et tout. Donc, quand une porte s'ouvre comme ça, qu'il y a quelqu'un comme Mélanie Decour à l'époque chez Talent qui est enthousiaste, qui dit ce conte-là, il est vraiment super. Et tout ça, après, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire d'autre là-dedans? Donc, je me suis dit, si j'essayais de faire un J'aime lire, est-ce que je saurais? Tiens, si j'essayais maintenant de faire un autre conte, tiens, si j'essayais de faire un roman ado, ça, j'ai jamais fait encore, qu'est-ce que je ferais alors? Vous vous questionnez, en fait. Non, je me mets des challenges, en fait. Je me dis, tiens, ça, j'ai pas fait. Qu'est-ce que je ferais là-dedans? Et il y a des choses que je sais pas faire ou qui m'intéressent pas. Je vais pas faire de policier, je vais pas faire d'horreur. Je vais a priori pas faire de dark romance, ou alors ça serait vraiment en détournant les codes et en m'amusant avec, ce qui pourrait être intéressant, mais qui ne ciblerait pas un public possible à toucher. Donc je sais pas qui ça toucherait, mais pourquoi pas un jour. Bon.
voilà, il y a des trucs que je sais pas faire et je vais pas me tourner vers ça. Là, le policier, typiquement, je peux en lire, mais j'ai pas envie d'en faire. Ouais, mais ouais, c'est le média qui s'est imposé à moi. Et sans doute que j'étais fait pour celui-là sans le savoir. C'est votre curiosité qui vous pousse à vous challenger. Vraiment. C'est ce qui fait que je dure dans ce métier-là, c'est que je me donne un autre challenge. Je me dis qu'est-ce que je fais après. Je me dis pas je vais épuiser la veine jusqu'au bout de ce que j'ai fait jusqu'à ce que ça marche plus parce qu'en fait j'ai pas envie. Donc alors, peut-être que j'aurais fait du coup des séries incroyablement vendeuses et que je serais beaucoup plus riche. Mais par contre, je pense que la reconnaissance qui se construit sur la durée, elle arrive quand on fait ça, qu'on essaye de faire autre chose et qu'on essaye de le faire bien à chaque fois. Et quand à chaque fois on se plante pas trop, et le jour où je me planterai, voilà, je me ferai planter. Normalement, il y a un éditeur. Quoi. Normalement, je m'en rendrai compte tout seul et j'en verrai pas un éditeur si je me plante, je pense. Voilà. Vous vous renouvelez en fait. Alors, si on veut le dire positivement, je me renouvelle. Si on veut le dire de manière plus critique, comme tous les auteurs, je me répète éternellement. Donc, je dissimule ma répétition un petit peu plus habilement, en changeant de décor, de style et d'ambiance. C'est une possibilité aussi, c'est probable. Hein, et ça marche, je pense. Ça marche. Il y a des thématiques qui reviennent toujours. On voit bien que le libre arbitre, l'humanisme... les stéréotypes, les contes, ces trucs qui reviennent tout le temps en fait. Donc en gros, quand on me dit ce livre parle de ça, en fait je peux dire oui, mais tous. Donc oui, finalement c'est déguisé derrière l'étiquette harcèlement, l'étiquette voilà, c'est un peu. J'ai volé une question au public. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi j'ai une question. Je suis pas public. Derrière l'écran. Pardon. Allez. Du coup, ta vie va partir en drague, est-ce que c'est pour mon âge? T'as quel âge? 10 ans. Moi, je dirais d'attendre un peu, mais c'est pas forcément par rapport au style. En fait, ce qui est compliqué, tu vois, avec les livres, c'est que tu vas avoir des lecteurs qui vont dire mais moi, je lis des gros romans comme ça, je lis du Harry Potter, tout ça. Mais alors déjà, faut se méfier parce que les éditeurs sont capables, avec le même texte, de te faire un très gros livre ou un tout petit. C'est selon à qui on veut le vendre ou à quel prix. Donc ça veut rien dire le gros format. Et après, c'est pas au niveau du style parce qu'effectivement il y a des jeunes lecteurs de ton âge qui peuvent lire ce genre de style sans avoir mal à la tête et en comprenant tout. Mais après il y a peut-être des problématiques. Tu vois, il y a des choses qui se passent dans l'histoire qui vont pas forcément te parler, qui vont être un peu en dehors de tes préoccupations. Où tu vas dire passer le concours Sciences Po au lycée ces histoires d'avoir un amoureux qu'on pique à sa copine et tout. Est-ce que y a rien de choquant, il y a rien qui va te traumatiser, mais ça va pas forcément t'intéresser en fait, tu vois. Donc moi je dirais attends un peu pour en profiter vraiment. Et celui-là attends encore plus. Y a-t-il une autre ou d'autres questions parmi le public? On a le temps, on n'a pas le temps. Une dernière. Je suis là derrière. D'accord. Ok. Non, alors moi je Sur une note légère, à la fin de Une nuit de mon enfance, qu'il ne faut pas que tu lises tout de suite absolument, on découvre une bande musicale du roman. Est-ce que vous pourriez donner les clés à son utilisation, parce que c'est livré comme ça, et quelle place faites-vous rapidement, puisque du coup on est hors temps déjà là, à la musique dans votre écriture À la musique dans mon écriture, pas spécialement. Je peux pas écrire en musique, sauf pour oublier Camille. Il y a une séquence en boîte de nuit où j'ai mis de la techno-hardcore pendant 3 jours pour le chapitre, mais pour certaines batailles, un peu de fantaisie ou d'aventure, je vais mettre une musique de Assassin's Creed ou des trucs comme ça, un truc un petit peu épique, quoi. Là, il n'y a pas les clés, mais en fait, il y a beaucoup d'air qui sont dans l'histoire. En fait, il y a l'air de Verdi qui est le premier air qui est chanté par un chœur dans lequel elle retrouve le personnage de Trevor la première fois. À Will Survive, c'est dans la soirée chez Trevor. Non, pardon, c'est pas ma question. Ma question, c'est
qui vous le destinez, enfin. C'est pour le lecteur s'il a envie d'écouter les airs dont on a parlé en fait et qui ne se rend pas du tout compte de ce que c'est. Il a les bonnes clés là. Après, il y en a un qui n'est pas du tout dans l'histoire. C'est Barbara au cœur de la nuit, dont les paroles sont « J'ai le souvenir d'une nuit, une nuit de mon enfance ». Etc. Donc en général, les gens qui connaissent cette chanson l'ont dans la tête quand ils voient la couverture, et c'est précisément le sujet de la chanson et un des sujets du livre. Et l'ambiance de la chanson est presque à l'origine des flashbacks dans le livre. Donc c'est une ambiance et magique et enfantine et dramatiquement noire à la fois, et tout à la fois en fait. Donc c'est parfait pour les thématiques comme l'inceste, puisque c'est justement le fait que le temps se fige et que sont réunis l'enfance, l'horreur, la magie et le noir. Voilà, et la mort et tout. On pose sur une note plus légère. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.